Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commencer cette nouvelle visioconférence du cycle de formation Le Jardin de demain. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui assistent pour la première fois à une visioconférence, on vous demande de laisser vos micros coupés pour le bon déroulement de la présentation et de poser vos questions via l'onglet Conversation. Donc, au fur et à mesure de la présentation, on y répondra en fin euh, de présentation. Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de l'adaptation des jardins face au changement climatique sur la végétalisation des jardins. Et ça, c'est Perrine qui va nous présenter cette formation, comme pour la première partie. Perrine, elle travaille chez Adalia depuis plus de 3 ans comme conseillère technique. Elle s'occupe entre autres du projet Wallonie en fleurs qui valorise les communes dans leur fleurissement. Et donc, elle est vraiment passionnée par toute la thématique de la végétalisation et surtout du fleurissement. Et elle est diplômée en conception d'espaces verts et en gestion de projets environnementaux. Alors, chez Adalia, en deux, trois mots, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Adalia, c'est une association qui est active dans le secteur des espaces verts, aussi bien publics que privés, dont font partie les jardins en région wallonne. La SBL, elle est principalement subventionnée par le SPW pour promouvoir la conception et la gestion durable des espaces verts, pour y laisser évidemment plus de place à la nature. Et donc, on accompagne, on conseille, on sensibilise le public professionnel et particulier, également scolaire, sur tout ce qui est alternative aux pesticides et sur la gestion écologique de manière générale. Donc, au niveau des grandes campagnes qu'on mène, il y a la campagne Wallonie en fleurs pour les communes dont je viens de parler et dont Perrine est en partie en charge. Il y a aussi la campagne du printemps au naturel qui se déroule au printemps et qui rassemble des événements partout en Wallonie, issus de plein de secteurs différents pour mettre en avant la nature, l'environnement. Donc, c'est un grand agenda qui sera publié l'année prochaine, au printemps prochain. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends au printemps, il ne faudra pas hésiter à aller consulter ce site internet. On a aussi un label pour les jardineries qui souhaitent donner des conseils à leurs clients sur tout ce qui est alternative aux pesticides. Donc ça, n'hésitez pas aussi à aller voir notre site. Vous verrez, on a une petite cinquantaine de jardineries labellisées en Wallonie. Et alors, on fournit aussi les écoles de Wallonie en kit d'élevage de papillons et de coccinelles pour sensibiliser les enfants à l'intérêt de ces insectes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Perrine, je vais te laisser la parole et moi, je vous dis à tout à l'heure. Bonne formation. Merci Julie. Et oui, donc là maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc, juste un bref rappel. Alors, ça fait une petite redite pour ceux qui ont suivi la première partie, mais il y en a peut-être qui n'étaient pas là et c'est vraiment important de rappeler le contexte et pour comprendre ce qu'on peut mettre en place comme solution. Donc, pas de panique. C'est un peu le côté déprime du début de webinaire, mais je vous assure, on va vite se pencher sur les différentes solutions. Euh, mais voilà, il est important de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qu'on entend par changement climatique pour pouvoir aller plus loin. Et donc, ben oui, on parle souvent d'hausse des températures et c'est vrai qu'il y a une hausse des températures qui est constatée depuis début 1900, hein. Il y a environ 1,7 degré et ça s'est accéléré au cours voilà, des dernières années, hein. Et donc, les scientifiques qui travaillent là-dessus ont émis différents scénarios qu'on peut voir sur l'image de gauche. Et donc, avec des scénarios plus optimistes ou plus pessimistes en fonction de tout ce qu'on mettra en place pour lutter contre ce réchauffement climatique. Et si on veut atteindre les résultats les plus optimistes, forcément, il faut que nous, chacun à notre échelle, on mette un maximum de choses en place pour pouvoir arriver à ces scénarios les plus optimistes. Comme vous le savez, probablement, enfin, on l'a tous vécu, il y a déjà des signes
très fort de ces dérèglements, hein, que ce soit les inondations ou les vagues de chaleur. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les seuls dérèglements qu'on connaît. Ça va vraiment être des perturbations climatiques à tous les niveaux, donc des vents plus violents, des pluies, mais qui vont être plus intenses et violentes à un moment donné, et donc ce qui va créer différents problèmes au sein de nos espaces verts, mais au sein de nos villes aussi, et donc d'où l'importance de s'adapter. Euh, En parallèle à ça, il faut savoir que le changement climatique a un impact très fort parce que voilà, c'est la troisième cause d'érosion de la biodiversité. Et donc, ce changement climatique a aussi donc un impact sur cette érosion de la biodiversité dont on entend beaucoup parler. Et les scientifiques, à nouveau, qui travaillent sur le changement climatique se sont mis autour de la table, justement avec les experts scientifiques qui, eux, travaillent plus sur tous ces aspects de biodiversité. Et ils ont mis en lumière dans un rapport que si on voulait travailler efficacement, mais on devait attaquer ces deux problèmes en parallèle parce qu'ils sont liés. Et donc, on ne pourra pas se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place contre le changement climatique sans prendre en compte cet aspect de protection de la biodiversité. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça va justement expliquer certaines des solutions que l'on verra tout au long de ce webinaire. Et au-delà des problèmes, on va dire, globaux, il faut savoir que ces changements climatiques et ces dérèglements, ils ont un impact directement aussi sur nos jardins, sur nos espaces verts, puisque les végétaux font partie du monde vivant et donc subissent aussi les causes de ce changement, et donc ça va avoir un impact notamment sur des dérèglements au niveau des végétaux. Donc certains végétaux vont bourgeonner de manière prématurée, donc ce qui va causer des problèmes de fonctionnement. Ça risque d'être aussi en décalage par rapport à la petite faune et aux pollinisateurs qui sont présents. Il va y avoir des problèmes, notamment au niveau des stress hydriques. Donc, soit les racines ne vont pas avoir assez d'eau, ou à l'inverse, vont se retrouver avec des quantités d'eau trop importantes, ce qui va causer aussi un souci au niveau des racines. Et va fragiliser ces végétaux par des orages violents, etc. Donc, tout ça est à prendre en compte dans nos réflexions. Au niveau de l'érosion de nos sols aussi. Voilà, donc il faut bien avoir à l'esprit que même si la végétation est une réponse, elle va aussi subir tout ça. Et donc, on doit la protéger. On va voir un peu comment mettre tout ça en place. Au niveau des solutions, c'est pour ça que ce webinaire a été divisé en deux parties. On a une partie des solutions qui vont se rapporter à tout ce qui concerne l'infiltration des eaux de pluie et la gestion des eaux de pluie de manière optimisée et raisonnée. Donc ça, c'était ce qu'on a vu dans la première partie en mai 2025. Et ici, on va voir comment on peut se servir de la végétation et comment aussi on peut la protéger dans ces solutions d'adaptation. Donc, il faut savoir que, comme je le disais juste avant, la végétation, elle va nous rendre pas mal de services. Ici, comme on le voit sur l'image de droite, c'est une photo prise du ciel d'Amsterdam qui nous montre à quel point certains ont bien compris que la végétation pouvait nous aider à être plus résiliente face à tout ça. Mais d'un autre côté, il faut bien se rendre compte que pour qu'elle nous rende les services qu'on attend d'elle, tous les services dont on va qu'on va citer après, pour que cette végétation puisse nous rendre ses services, nous, on doit aussi en prendre soin et lui donner les meilleures conditions de vie, puisqu'elle est elle aussi sujette à subir tous ces dérèglements et ces inconforts. Comme on le voit sur l'image de gauche, c'est un arbre qui est en descente de cime, donc c'est une sorte de protection
euh, pour lutter contre des sécheresses actives. Et donc voilà, c'est bien la preuve que nos arbres et nos végétaux souffrent aussi. Et donc, si on veut, c'est un petit monde qui doit s'organiser pour que ils vont nous aider, mais nous, on doit les aider aussi à survivre. En quoi la végétation va être importante? C'est surtout dans ces aspects de réchauffement climatique. Il y a une des données qui est importante, c'est ce phénomène d'îlot de chaleur. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en deux mots, un îlot de chaleur, c'est au centre de nos espaces urbanisés, la température va être, qu'on va constater, va être plus importante que dans des zones à proximité plus fraîches, donc plus rurales, donc nos campagnes par exemple, ou des zones où la végétation est très présente. Et ces phénomènes d'îlots de chaleur sont renforcés par quoi? Donc par cette chaleur qui augmente non seulement, mais c'est un peu une boucle, un cercle vicieux parce que tout ça est renforcé par l'activité humaine, la pollution, le trafic dense, toute cette activité qui réchauffe l'atmosphère, les revêtements pardon, minéraux qui vont emmagasiner la chaleur et la reprojeter dans l'air. Enfin voilà, tout ça va influencer davantage ces problèmes de réchauffement. Et ce que ça va avoir pour conséquence, c'est au-delà de l'inconfort qu'on peut ressentir en présence d'une chaleur intense, c'est des risques malgré tout de mortalité accrue pour les populations les plus à risque. Un sommeil moins réparateur, des accentuations des problèmes respiratoires dus à cette fameuse pollution, etc. Donc vraiment un impact sur notre santé bien plus importante que juste cet inconfort d'être soumis à une chaleur plus importante. Et comme je le disais, c'est un peu un cercle vicieux puisque ces températures élevées augmentent la pollution et forment des brouillards, des brouillards en centre-ville qui sont chargés de pollution et favorisent la formation d'ozone au sol et donc ont de nouveau un impact négatif sur ce réchauffement. Et c'est là qu'on va comprendre comment cette végétation va nous aider à lutter contre tout ça. Mais donc, avant de rentrer dans ce qu'elle peut nous rendre comme service, je voulais vous demander si vous aviez une idée de ce qu'un arbre mature peut remplacer en termes d'évapotranspiration pour nous aider à rafraîchir l'air. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est plutôt sur 150 brumisateurs, sur 20 ventilateurs qui tournent non-stop ou sur 5 climatiseurs? Donc, j'attends votre réponse dans le chat. Julie, tu me feras un petit point sur les réponses et puis on continuera pour la suite. Alors, il y a quelques réponses A, quelques réponses C, et il y en a qui choisissent plusieurs à la fois. On OK. va dire que celui qui gagne pour le moment, c'est le C. Ah, mais c'est super parce que c'est effectivement la réponse C. Donc, il faut savoir que d'après des études qui ont été faites en France par l'ADEME, un arbre mature, donc un arbre en pleine puissance, enfin en plein moyen et qui ne souffre pas, donc qui est en bonne santé, va pouvoir évapotranspirer jusqu'à 400 litres d'eau dans l'atmosphère par jour, ce qui représente l'équivalent de 5 climatiseurs qui tourneraient pendant 20 heures, ce qui est totalement énorme quand on se rend compte voilà, de l'impact négatif, parce qu'on parle de solutions d'adaptation. Il faut savoir que voilà, dans tout ce langage-là, il y a des solutions à court terme, mais qui vont avoir, elles, plutôt un impact négatif. Donc, effectivement, vous allez pouvoir utiliser des climatiseurs pour rafraîchir les pièces de vos maisons.
Sauf que les climatiseurs qui vont être installés, eux, vont avoir plutôt un impact négatif à long terme sur tout cet aspect de réchauffement climatique. À l'inverse, plus on va se tourner vers des solutions fondées sur la nature, telles que le rafraîchissement par la végétalisation, mais plus là, on va proposer des solutions qui n'auront pas d'impact négatif en termes d'adaptation. Et donc, c'est vraiment ça qu'on recherche euh, à l'heure actuelle. Et donc, ces arbres vont vraiment jouer ce rôle de climatiseur naturel, mais au-delà de cet impact, comme on peut le voir sur les photos, c'est vraiment très parlant. euh, il y a tout cet aspect aussi d'ombrage, de protection du soleil qu'il ne faut pas négliger. Donc, si on le voit sur ce petit schéma ici à droite, mais il faut savoir qu'un arbre, de nouveau, ils ne sont pas tous égaux par rapport à ce ratio d'absorption des rayons, mais en moyenne, donc ils vont quand même absorber 80% de ces rayons, ce qui est énorme. Donc 50% vont être absorbés par l'arbre et puis 30% vont être réfléchis par le feuillage. Et donc en dessous d'un arbre, on se retrouve avec un ratio de 20% de rayonnement, ce qui permet justement de se protéger du soleil de manière très, très correcte. Il n'y a pas que les arbres qui vont évapotranspirer, c'est vraiment toute la végétalisation qui va nous aider dans ce domaine-là. Et donc, euh, c'est pour ça que tout ce qu'on a vu dans cette première partie sur l'importance d'infiltrer les eaux de pluie et voilà, de ne plus se tourner vers du revêtement minéral, mais plutôt de trouver des revêtements perméables, de trouver des solutions où on peut végétaliser, ça va influencer aussi ce côté rafraîchissement, puisque même entre une zone engazonnée et un revêtement, mais on ne va pas être sur les mêmes ratios. Donc, cette végétation d'enherbement va avoir aussi des aspects bénéfiques par rapport à l'évapotranspiration et au rafraîchissement, comme on peut le voir sur ces petits schémas. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter d'autre comme service, la végétalisation? Elle va notamment être un capteur de pollution. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure sur ce côté cercle vicieux des températures et de l'activité humaine, mais au-delà de rafraîchir l'air, elle va permettre de capter une partie des pollutions, que ce soit par ses feuilles, mais aussi par le sol, donc par ses racines. Il va y avoir des capteurs de pollution. Elle va avoir un impact positif sur le bien-être et la santé, comme je le disais tout à l'heure. Il y a ce côté effectivement direct sur le bien-être en termes d'inconfort et de santé, mais il y a des études qui prouvent que d'être en contact avec la végétation a un impact hyper positif sur toutes les maladies aussi mentales et sur, voilà, sur le bien-être physique déjà, enfin rien que le bien-être physique, quoi. Donc ça va être important aussi qu'on végétalise correctement et qu'on redonne dans nos villes et dans nos campagnes et partout le maximum de végétation possible. Au-delà de ça, d'un niveau plus territorial, je vais dire, elle va participer au développement du réseau écologique, ce qui est très important puisque avec la fragmentation qu'on a créée par cette activité humaine, il y a des déplacements, des corridors écologiques qui ont été complètement perturbés, voire arrêtés. Et donc, cette végétation dans nos villes et partout ailleurs, va renforcer le réseau écologique, va permettre de redévelopper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir lutter contre cette érosion de biodiversité et renforcer le réseau global et une meilleure résilience du territoire dont vos jardins, dont les espaces privés font partie, comme on le voit sur ce schéma. Il ne faut pas juste se dire on doit végétaliser à tout prix nos centres-villes et en campagne, on peut se permettre voilà, de végétaliser moins parce qu'il y a déjà des végétaux. Non, c'est vraiment la végétation réfléchie de tout le territoire qui va permettre d'être résilient au global. Donc oui, voilà, si vous avez la chance justement d'avoir un jardin, c'est un peu ça que je voulais dire juste avant, c'est que vous pouvez clairement, au-delà, vous, de profiter de cet espace vert, de devenir acteur
à votre échelle de cette lutte contre le réchauffement climatique et de cette lutte contre l'érosion de la biodiversité. Et donc, comment on va faire tout ça? Enfin, qu'est-ce qui va permettre justement de pouvoir agir de manière positive? Eh bien, tout d'abord, ça va être de planter des arbres, hein. Ça, c'est l'action, voilà, la première qui nous vient, la première à l'esprit, puisque j'ai expliqué à quel point ça pouvait rafraîchir nos espaces verts. Ensuite, on va parler de tout ce qui est diversité. Pourquoi la diversité, c'est important en termes d'adaptation? On va passer en revue comment opter pour des végétaux qui sont adaptés au jardin et pourquoi c'est important de trouver ces végétaux. On va donner des notions aussi sur le fleurissement durable parce que c'est en lien complet avec l'adaptation au changement climatique. Et on va aussi donner quelques bonnes pratiques sur pourquoi il faut réduire l'entretien intensif et de créer des zones refuges favorables à la biodiversité. Ça me paraît logique puisque je vous ai expliqué que ces deux aspects environnementaux sont liés. Alors, tout d'abord, planter des arbres, oui, c'est une action super, déjà pour pouvoir profiter de l'ombre de ces arbres, hein, suite à ces réchauffements qui vont être de plus en plus intenses. On sera bien content de pouvoir profiter de leur ombre. Mais au-delà de ça, de la quantité d'évapotranspiration qu'ils vont pouvoir relâcher dans l'air. Il faut savoir que les arbres, dans le monde végétal, forcément, vu leur taille, ils amènent une énorme quantité de nourriture et d'abri comparé à des plus petits végétaux. Donc ça, donc voilà, donc l'importance de redévelopper notre patrimoine arboré, c'est hyper important. On en a abattu pas mal au cours des dernières décennies et là, on se rend compte à quel point ils ont un impact important sur notre bien-être. Et donc là, l'idée, c'est de le faire évidemment de manière réfléchie. Mais en tout cas, oui, planter des arbres si vous avez la place pour le faire. Il faut savoir que justement, il y a des arbres pour tout type de jardin, pour tout type d'espace vert. Il y a des arbres de toutes les tailles, de toutes les formes. Et donc, en général, on peut trouver clairement une essence qui va être adaptée à l'endroit où on veut la planter. Et l'idée de planter des arbres, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est une manière aussi de renforcer les corridors écologiques pour le déplacement de toute cette faune qui en a besoin. Et donc, planter des arbres, c'est bien, mais comme je le disais, c'est un acte fort. Planter un arbre, c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui, mais qui aura encore un impact parfois dans plusieurs centaines d'années, hein, puisqu'il faut savoir que les arbres ont une durée de vie parfois bien plus longue que la nôtre. Et donc, c'est un arbre qui doit être réfléchi. On ne plante pas un arbre aujourd'hui en se disant, tiens, si demain il m'embête, je le supprime. Donc, il y a quand même toute une réflexion à avoir. Comme je le disais déjà sur la taille, s'assurer qu'il a une taille qui correspond à l'endroit dans lequel je vais l'installer. Mais avant ça, avant même de planter des arbres, on va essayer de préserver l'existant parce qu'on a aussi tendance à supprimer facilement un arbre qui, soi-disant, dérange ou qui est malade. Mais il faut se dire quand même que les arbres existants et les arbres à maturité ou plus anciens sont ceux qui amènent le plus de services écosystémiques, donc qui vont être les plus à même à répondre à nos soucis d'adaptation. Donc, avant d'abattre un arbre, vraiment s'assurer que c'est la seule solution. Ça, c'est vraiment un point important. Comme je le disais, étant donné qu'ils souffrent eux aussi de tous ces dérèglements, c'est de le faire dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on effectuera la plantation de préférence, mais j'ai envie de dire maintenant, à l'heure actuelle, c'est devenu vraiment important de le faire en automne ou en hiver, qui est la meilleure période pour planter des arbres, puisque ça va vraiment leur permettre de s'installer au sein de leur, de leur nouvel emplacement avant
la saison suivante, au moment où ils vont se réveiller, où la végétation va reprendre. Donc, c'est vraiment important d'effectuer ces plantations vraiment en automne et en hiver plutôt que voilà, de faire ça tardivement dans la saison. Ou en tout cas, il va falloir les suivre différemment. Quand je parlais du bon arbre au bon endroit, ben oui, il faut vraiment s'assurer qu'il pourra se développer de manière la meilleure possible. Donc, éviter de planter un arbre qui va être trop grand pour devoir le tailler par la suite strictement, parce qu'il faut savoir que toutes les tailles qu'on inflige aux arbres, surtout si c'est des tailles ben, assez strictes, ben, vont provoquer des stress à l'arbre et vont le priver parfois de ses floraisons. Et donc, tout ça va aller à l'encontre mais de tout ce qu'on recherche, c'est-à-dire son bien-être et aussi pouvoir profiter des floraisons pour avoir de la nourriture. Enfin, voilà. Donc, ayez des espèces qui sont adaptées à l'endroit dans lequel vous allez les implanter. Vérifiez que les conditions d'ensoleillement, de sol correspondent bien à l'espèce qui est choisie et vérifier aussi, ben justement, je parlais de longévité tout à l'heure, il y a certains fruitiers qui vont vivre 60, 80 ans, mais on a des arbres qui vivent des centaines d'années, donc ça, c'est à avoir dans la réflexion aussi. Au niveau de la diversité, ça, on va en parler énormément parce que c'est vraiment une des clés d'adaptation. On va comprendre pourquoi, mais diversifier le type d'espèces qui sont plantées, je reviendrai sur la diversité génétique parce que ça, c'est une notion à avoir à l'esprit. Non seulement la diversité des espèces, mais avoir à l'esprit aussi qu'on va varier les végétaux utilisés en termes de strates. Donc, on va retrouver des arbres, on va se servir des arbustes, jusqu'aux bulbes, jusqu'aux plantes rampantes, jusqu'aux plantes grimpantes. On va essayer vraiment de maximiser les différentes strates végétales. Et alors, au-delà de ces différentes strates végétales qui existent déjà, mais comme je vous le disais, surtout dans des endroits où où on a très peu accès à de la pleine terre, ou en tout cas où c'est très réduit, mais on va aussi, pour renforcer ce côté rafraîchissement enfin, et tous les autres services que ça peut nous rendre, on va être amené maintenant en ville mais à penser à végétaliser le bâti. Et donc, on ne va plus faire que de la végétation classique de terrain, mais se dire bah, comment est-ce que je peux amener de la végétation sur mes murs, sur mes clôtures, sur mes toitures pour vraiment maximiser cette végétation. Et donc, l'intérêt de diversifier tout d'abord les espèces au sein d'un même aménagement, c'est-à-dire, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire des aménagements monospécifiques, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas travailler avec une seule espèce de végétaux comme on avait parfois l'habitude de le faire, ben c'est pour permettre justement un étalement des floraisons, une présence végétale toute l'année, qui va notamment répondre ben à ces cycles décalés dont je parlais tout à l'heure. Comme les végétaux subissent des dérèglements, mais ils sont plus toujours en phase avec les pollinisateurs notamment. Et donc, ça représente aussi de nouveau des risques pour leur survie. Donc, on va essayer d'étaler les floraisons. On verra aussi que bah, d'avoir une présence végétale toute l'année, ça va être important aussi bah, pour la protection du sol. Donc, tout ça est important. Ça va permettre de réduire et contrôler les attaques de ravageurs. Ben oui, quand vous avez des ravageurs ou des maladies qui s'attaquent à un aménagement, ben, tous les végétaux ne vont pas répondre de la même façon à ces attaques et donc certains vont résister, d'autres ben voilà, vont être plus impactés, mais au moins, ce n'est pas tout votre aménagement qui subit cette attaque. Ça va, ben, qui dit biodiversité dit diversité et donc forcément, au plus on va diversifier ces aménagements, au plus on va permettre bah, de renforcer cette biodiversité et le réseau écologique. Et enfin, en travaillant avec des espèces différentes, mais on réduit les risques d'allergie, puisque je vous disais tout à l'heure que dans les conséquences sur la santé, il y avait tous ces problèmes respiratoires. On se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus d'allergies qui se développent. Hein, au niveau des pollutions et au niveau de... Enfin voilà, le système immunitaire fonctionne moins bien. Et donc, ben, de travailler avec
des aménagements diversifiés, on réduit la concentration de certaines espèces qui pourraient être allergènes. Et voilà. Et le fait qu'elles soient moins concentrées permet de réduire les risques d'allergie. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait aborder cet aspect diversité génétique. Pourquoi? J'aime bien parler de ça, même si, voilà, c'est pas toujours facile de s'y retrouver quand, quand on, quand on va se fournir de végétaux. Mais c'est important quand même d'avoir à l'esprit, parce qu'on parle d'adaptation au changement climatique, et autant, mais oui, des espèces différentes vont donner des réponses différentes, mais il faut savoir qu'en termes d'une même espèce, quand on parle de diversité, si on clone des plantes, donc ça c'est une manière de les reproduire, souvent qui est souvent utilisée en pépinière par exemple. Donc on va prendre la même plante et on va la cloner. Donc c'est ce qu'on fait quand on fait du bouturage, par exemple. Il faut savoir que la plante, enfin la plante fille va donner les mêmes réponses que sa maman, puisque c'est un clonage. Donc, alors que si on prend une production de plants qui s'est fait par fécondation, donc une graine, qui a eu une plante père et une plante mère, la plante qui est issue de cette graine va donner des réponses différentes de ses parents. Donc, c'est un niveau d'adaptation supplémentaire, donc même au sein d'un même groupe d'espèces, mais c'est en pratiquant cette diversité génétique qu'on va pouvoir donner le maximum de réponses différentes à des attaques, voilà, ne serait-ce que, c'est pas que des attaques par rapport à des maladies ou des prédateurs, mais c'est aussi par rapport à ce réchauffement climatique, parce qu'il faut savoir que vous, par exemple, vous allez pouvoir vous mettre à l'abri quand vous avez chaud. Les plantes, malheureusement, non. Donc, elles subissent ces réchauffements aussi, mais elles doivent s'adapter, ça c'est sûr, mais elles vont pas forcément, du coup, donner les mêmes réponses ou s'adapter de la même façon. Donc, cette diversité génétique a vraiment un rôle à jouer dans l'adaptation au changement climatique. Je voulais vous parler d'un cas concret qu'on rencontre et qui est parlant avec tout ce que je viens de vous expliquer, qui est le remplacement. C'est un acte que je trouve facile à faire dans la plupart des jardins où on a eu l'habitude de travailler avec des haies voilà, monospécifiques. Et le fait de là, les changer, enfin les modifier ou replanter d'autres types de haies qui sont les haies mixtes, donc avec plusieurs essences différentes, plusieurs variétés différentes, on va répondre à tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire on évitera qu'en cas d'attaque de perdre toute la haie. Donc on voit très bien ici sur l'image de gauche des haies monospécifiques qui ont été ravagées. Bon, on a beaucoup parlé des buis, mais il y a d'autres espèces voilà, qui, quand elles souffrent de la même façon. Et donc, le fait de faire des haies mixtes, ça va permettre d'amener des floraisons, d'étaler les floraisons. Ça va permettre de répondre à différents besoins en point de vue de la petite faune, d'avoir des fleurissements, même de manière esthétique, des fleurissements différents, mais aussi justement de répondre à ces attaques de manière différente. Au-delà de ces attaques, les intérêts d'avoir ce genre de haies, idéalement pas taillées strictement, mais de laisser de manière plus libre, ça va aussi avoir un impact sur la manière dont les vents vont être entre guillemets traités. Parce qu'il faut savoir, donc je l'ai dit, dans les dérèglements climatiques, ce n'est pas que des hausses des températures ou des pluies torrentielles, il y a aussi d'autres événements climatiques comme des vents violents, des orages, etc. Et donc, la manière dont vos végétaux sont installés a aussi une réponse différente à donner au vent. C'est-à-dire que si vous avez des haies monospécifiques taillées comme des blocs, les vents vont être stoppés net et vont s'engouffrer à l'arrière,
vont passer de manière violente au-dessus de cette haie et vont créer des tourbillons, ce qui va provoquer des problèmes aussi dans vos jardins. Là où des haies qui sont taillées moins strictement, avec des essences différentes, là vont ralentir cet effet de vent et vont permettre au vent de passer de manière beaucoup plus libre et d'être moins impacté par ces vents violents. Ça va, le fait de travailler de manière plus naturelle aussi, parce que voilà, des végétaux qui sont taillés strictement, c'est pas ce qu'on retrouve dans la nature. Et donc, de nouveau, pour favoriser la petite faune utile au jardin, on a tout intérêt à se rapprocher de ce que fait la nature et donc à tailler moins nos haies, à amener des différences de hauteur, etc., pour se rapprocher de manière la plus naturelle possible de ce qui peut se retrouver dans la nature. Et au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose de subjectif, mais ça a un impact visuel et paysager beaucoup plus intéressant qu'une haie taillée strictement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que on a un autre webinaire qui vous explique notamment les choix d'implantation de haies. Mais si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite vraiment à aller voir ce webinaire qui aura lieu le 4 novembre et qui vous donnera plein d'infos là-dessus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au-delà des espèces, au-delà de la diversité, par exemple, des arbres ou des arbustes, mais on va essayer de travailler sur la diversité en termes de strates. Donc, il faut savoir qu'au sein de la nature, on ne va pas retrouver un arbre planté au milieu d'une prairie tondue à ras, hein. Si on laisse la végétation se développer, elle va créer tout un petit monde qui va s'entraider, qui sont les différentes strates végétales. Et donc, on va y retrouver notamment les arbres, puis les arbustes et les plantes vivaces, herbacées. Et puis, on va retrouver la strate des couvre-sols, comme je le disais tout à l'heure, les bulbes, les plantes grimpantes. Et tout ce petit monde va travailler. Ça va vraiment être... ils vont collaborer, hein. Donc, par exemple, les plus grands arbres, on parlait de vent violent ou de pluie violente, mais les grands arbres qui sont beaucoup plus robustes vont protéger les végétaux qui sont à son pied. Et les végétaux, eux, qui sont au pied de l'arbre, eux, vont permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie de par leur travail qu'ils vont faire au niveau des racines, etc. Enfin voilà, chacun dans l'aménagement va amener des rôles intéressants. Et c'est pour ça que du coup, on va plutôt construire ces aménagements de manière diversifiée au niveau des strates. Ça peut être, on n'est pas toujours obligé de planter un arbre pour respecter ça. Évidemment, ça va dépendre de la taille de votre aménagement, mais sachez que voilà, on n'est pas obligé de faire des parterres uniquement de vivaces ou uniquement d'arbustes. On peut vraiment varier pour justement retrouver ce côté collaboration entre les différentes strates. Voilà ce que peut donner un photo où un jardin où on a travaillé sur les différentes strates. On voit très bien justement cette progression au niveau des hauteurs et de ce que ça peut avoir aussi en termes d'esthétique, hein. Voilà, ça invite à la promenade et on voit bien tout le réseau qui se crée entre les différentes plantes, pardon. Voici un autre exemple qui a été travaillé comme ça, où on voit qu'au-delà des arbres, on a pensé à la végétation à son pied et on retrouve des bulbes, on retrouve vraiment toutes ces strates végétales différentes, ce qui crée aussi, au-delà le fait de travailler, tous les avantages dont je vous parlais en termes de diversité, donc de présence végétale en hiver, de floraison. Enfin voilà, c'est un jardin qui est beaucoup plus vivant et beaucoup plus en mouvement que ce qu'on peut voir dans des aménagements plus classiques en termes en termes de quand on travaille vraiment plus sur des vivaces ou plus en ayant cet aspect de strate, on joue vraiment sur la rythmique de l'aménagement aussi.
Voilà, ben donc au-delà de tout ça, en termes de diversité, je vous le disais, ben, il y a tout cet aspect maintenant en ville principalement, mais c'est vrai qu'on commence aussi voilà, ça sert aussi dans nos jardins et on verra comment. On va se servir beaucoup des végétaux qui vont pouvoir couvrir ce qui n'était pas habituellement spécialement végétalisé, mais pour renforcer ce côté végétal un peu partout. On va recouvrir les murs, on va s'attaquer aux toitures, on va recouvrir certaines structures pour renforcer cet aspect végétaux. Alors, il faut savoir qu'en termes voilà, de murs végétaux, hein, il y a beaucoup de choses qui existent. Ce que vous voyez là sur cette photo, bah, c'est vraiment pas quelque chose que nous, on va vous conseiller en termes d'espace vert privé. Hein. Il faut savoir que ça, c'est des modules hors sol, donc où les végétaux ne sont pas, se retrouvent pas dans la pleine terre. C'est vraiment des modules qu'on vient appliquer sur le mur, donc qui en termes de technique ben, sont difficiles à mettre en œuvre, en termes d'entretien aussi. Enfin voilà, en termes de coûts, on va être sur des chiffres assez importants. Et au-delà de ça, ben, c'est tout l'aspect intéressant ben, pour la biodiversité qui va être mais moins renforcé. Et ça, on verra après, il y a un petit schéma comparatif. Mais donc voilà, ça, c'est vraiment des solutions, on va dire, dans des endroits où la plantation en pleine terre n'est absolument pas possible et où on a absolument besoin de renforcer l'aspect végétal, c'est-à-dire dans un centre très, très urbanisé où la plantation d'arbres ou quoi est impossible. Mais voilà, dans des communes à taille humaine, on va dire, on va pas du tout se tourner vers ça pour végétaliser nos façades. Il existe d'autres solutions, hein, beaucoup plus sobres et beaucoup moins coûteuses et plus intéressantes en termes d'écologie. Voilà, déjà, ne serait-ce que alors forcément, ça, on va être plus sur des murs qui sont abîmés, mais ça peut être très intéressant si vous avez des murs dans vos jardins ou quoi de les végétaliser de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes, des petites plantes vivaces comme ça, qui aiment ces milieux, ces micro-habitats, on va dire, qui vont se développer dans ces micro-habitats et qui vont amener un esthétisme aussi à vos murs, mais qui vont amener aussi cette végétation tant attendue. Euh, et donc, euh, et donc voilà, je vous en ai reprise quelques-unes ici au bas, à titre d'exemple, mais voilà, c'est pas une liste exhaustive, évidemment. Et au-delà de ces plantes qui s'intègrent dans des micro-habitats sur des murs voilà, en pierre sèche ou des murs voilà, qui ont un peu subi la vie, on va dire, mais il y a d'autres systèmes pour végétaliser des murs sains. On va se tourner alors là vers des plantes grimpantes. Il faut savoir qu'il faut très peu de surface au sol pour installer des plantes grimpantes et que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a vu avant. On va voir pourquoi. Et on peut coupler ça avec, en pied de façade, par exemple, toute une gamme de vivaces. Là, à nouveau, sur 40 centimètres de largeur, on peut déjà amener pas mal de végétation au sol. Ça va avoir un avantage aussi d'isolation thermique sur le bâtiment, hein, parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais il faut savoir qu'au-delà de ça, il n'y a pas que l'inconfort qu'on peut ressentir à l'extérieur, ça va aussi avoir un impact voilà, sur ce côté isolation thermique du bâtiment. En fonction de la plante que vous allez sélectionner, il y en a qui vont s'accrocher naturellement ou d'autres qui vont avoir besoin d'un support ou pas. Mais donc là aussi, on a enfin voilà, on a plein d'options. Elles vont protéger le mur des pollutions aussi, donc ça peut être intéressant aussi. Elles s'adaptent à de nombreux concepts, comme je le disais, pas beaucoup d'espace, peu d'espace au sol nécessaire, et parfois de végétaliser des endroits qui sont difficilement accessibles autrement. Euh, et donc voilà, c'est le comparatif dont je vous parlais. Vous trouverez sur ce comparatif entre un mur qui a été végétalisé de manière naturelle, donc avec des plantes grimpantes et des murs végétaux plus par module, comme on l'a vu sur la toute première photo, vous voyez que
les impacts sont différents, surtout d'un point de vue économique et en termes environnemental, on va retrouver beaucoup d'intérêt aux murs végétaux naturels par rapport aux murs qui ne le sont pas, quoi. En dehors des murs, il faut bien penser que ces plantes grimpantes, comme je le disais au départ, elles peuvent répondre à plein d'autres solutions. Donc, il n'y a pas que les murs qu'on va pouvoir végétaliser. Quand je parlais de végétalisation d'endroits un peu compliqués, mais on le voit ici sur ces bâtiments. Alors vous me direz, c'est toujours la végétalisation verticale. Certes, oui, mais c'est parfois des endroits qui sont difficiles d'accès sur des toitures. Par exemple, où on a encore des bâtiments plus hauts, on peut se permettre d'aller végétaliser comme ça. Pour répondre, parfois, voilà, vous avez une clôture et l'emplacement pour planter une haie est trop étroit, vous allez par exemple pouvoir végétaliser votre clôture avec des plantes grimpantes, comme on le voit sur la photo de droite. Là, c'est du lierre. Donc, vous allez permettre d'avoir un écran vert sans pour autant devoir planter une haie qui devrait être taillée trop strictement et qui du coup, on perd un peu l'idée de cette taille raisonnée dont je parlais tout à l'heure et dont on reparlera. Donc là, vous allez pouvoir végétaliser et profiter des floraisons. Par exemple, ici, c'est du lierre. Vous allez pouvoir le laisser fleurir, donc amener cette nourriture. Et le taf sera joué puisque vous aurez votre écran vert sur ces 40 cm ou 30 cm. Vous allez pouvoir végétaliser toute autre structure qui pourrait l'être et ramener ce rafraîchissement attendu. Je pense à vos pergolas, par exemple, et à toute autre structure qui serait intéressante de végétaliser. Je vous ai remis ici une petite fiche avec une petite fiche technique qui a été élaborée par Végétage Bruxelles, où ils reprennent le nom de certaines plantes grimpantes et de comment pratiquer ces plantations. Donc voilà, vous y aurez accès dans la présentation. Voilà, donc quand je vous parlais de végétaliser les façades, forcément, on n'est pas du tout sur l'image de gauche. Donc là, cette image va à l'encontre de ce qu'on doit faire en termes d'adaptation, hein. Certes, c'est de la végétalisation, mais les plantes annuelles, et ça on y reviendra, les plantes annuelles qui sont très gourmandes en eau et qui sont pas spécialement. Alors il y a des plantes annuelles intéressantes pour les pollinisateurs, mais ici, ce n'est pas le cas. Là, on est vraiment sur des végétaux qui vont ne pas avoir d'intérêt hein, d'un point de vue écologique, ne pas avoir d'intérêt d'un point de vue justement rafraîchissement. Et voilà, elles ne vont pas vous amener tous ces services écosystémiques qu'on attend des végétaux. Et donc, il faut justement avoir cette réflexion de se dire, OK, j'ai très peu d'espace, mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen, en termes techniques, de pouvoir planter, de pouvoir planter de manière plus durable dans le temps des végétaux à cet endroit où je cherche de la végétalisation. Et donc, on est passé sur l'aspect vertical. Maintenant, on va passer sur le toit. Ça, j'en ai déjà pas mal parlé lors de la première partie. Hein. On a vraiment abordé cette partie toiture végétalisée parce que ça fait partie des ouvrages de gestion des eaux pluviales et donc je ne vais pas repasser en revue toutes les toitures végétales différentes, etc. Mais je voulais quand même rappeler que c'est aussi, cette toiture végétale, elle agit autant sur sur l'aspect gestion de l'eau que sur cet aspect végétalisation et ses services. Donc, on a une isolation du bâtiment en termes techniques, en termes thermiques, pardon. On va avoir cette évapotranspiration. Alors forcément, ça va dépendre la quantité d'évapotranspiration. Forcément, ça va dépendre du type de plante qui est installée, mais il y aura malgré tout, ça sera quand même de toute façon plus intéressant qu'une toiture en revêtement foncé et minéral ou enfin en tout cas pas naturel.
Et donc oui, et de nouveau, on rajoute un peu de végétaux, donc peut-être potentiellement des points d'arrêt pour de la petite faune utile qui passerait par là. Et donc voilà, pensez bien que ce type de solution, ça agit sur les deux aspects d'adaptation, tant au niveau gestion de l'eau qu'au niveau de végétalisation. On va passer à la troisième partie de ce webinaire qui est, bah, OK, j'ai bien compris, je devais végétaliser, mais du coup, bah, qu'est-ce qui va faire enfin, quel type de plantes on va utiliser dans nos aménagements. Et donc, on va devoir, en tout cas, avoir à l'esprit que voilà, nos pratiques passées n'étaient peut-être pas adéquates et qu'on doit revoir nos modes de pensée. Qu'il va falloir se poser beaucoup de questions sur la sélection de plantes qu'on fait. Je vais vous expliquer aussi pourquoi on préconise d'utiliser un maximum de végétaux indigènes dans nos aménagements. Et enfin, je vais vous présenter aussi quelques sites, des outils d'aide à la décision, des sites de référence pour vous aider à faire une sélection de plantes. Donc, la première chose, c'est une grande question qui revient régulièrement. Ben oui, OK, qui dit réchauffement climatique dit qu'est-ce qu'on doit planter demain pour que ces plantes soient adaptées justement aux futures conditions, hein, puisque les plantes ne peuvent pas bouger, comme je le disais tout à l'heure. Mais en tout cas, ça serait une fausse idée de croire que nos jardins en Belgique vont ressembler à des jardins exotiques demain. Ça, c'est une fausse idée. Il y a effectivement certaines plantes, par exemple des plantes méditerranéennes, qui sont adaptées dans certaines conditions à nos sols et aux autres conditions qu'on a en Belgique, mais ce n'est pas le cas forcément. Donc ça, c'est vraiment important à avoir à l'esprit. Ce n'est pas parce que le climat se réchauffe que d'office, on va adopter une palette végétale exotique ou du sud dans les années à venir. Ce n'est pas du tout le cas parce qu'il faut savoir que les conditions du sol dans lesquelles elles vont se retrouver et les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, hein. Elles vont devoir, OK, résister à des périodes de sécheresse, mais à nos hivers qui sont humides et qui vont tendre à l'être encore plus, hein. Donc les périodes, il ne faut pas croire qu'on va juste connaître plus de sécheresse, on va connaître des périodes de pluie importantes aussi. Et donc forcément, les végétaux vont devoir être adaptés à ça. Et il y a aussi une donnée qui était avant de se dire, oh, bah tiens, moi je vois cette plante, elle me plaît bien, je la veux dans mon jardin. Et on faisait en sorte que on adaptait le jardin, entre guillemets, à la plante, on l'hivernait en hiver, on lui amenait plein d'intrants, enfin plein de produits ou d'amendements dans le sol pour qu'elle puisse survivre. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire en termes d'adaptation. C'est se dire, tiens, enfin, qu'est-ce que mon sol, qu'est-ce que les conditions dans lesquelles vont se retrouver la plante, et donc quelle plante va naturellement s'adapter à ça pour être la plus résistante possible, et pas l'inverse. Pas se dire, ah, cette plante me plaît, donc je vais la mettre dans des bonnes conditions. Non, c'est vraiment se dire quelles sont les conditions de départ et quelles sont les plantes qui sont adaptées à ça pour qu'elles soient les plus robustes possibles. Au-delà voilà, de leurs caractéristiques par rapport à ça, il y a qu'est-ce qu'elle va nous amener comme service? Donc, est-ce que cette plante est mellifère? Est-ce que, voilà, résistante au milieu où on va l'implanter? Est-ce qu'elle va me fournir une présence hivernale? Voilà, pour mélanger dans mon aménagement des floraisons, il faudra mélanger les périodes de floraison. Donc, tout ça, c'est à avoir à l'esprit aussi. On privilégiera l'utilisation des plantes vivaces par rapport aux annuelles. Comme je vous l'expliquais avant, il y a certaines plantes annuelles, notamment les plantes annuelles horticoles, hein, qui ont, on va dire, juste un intérêt esthétique, mais qui du coup vont demander beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'eau. Donc tout ça, c'est forcément à avoir dans la réflexion si on veut un jardin résilient. Il y a un truc qui est enfin, une des choses à avoir à l'esprit qui est vraiment les plus importantes
quand vous sélectionnez des plantes, c'est de vous assurer que ça ne soit pas une plante considérée comme invasive. Attention, on s'entend, hein, c'est pas envahissante, hein, parce que voilà, certaines personnes vont dire, ah oui, mais les orties, c'est envahissant. Non, ici, on parle de plantes euh, exotiques envahissantes. Et donc, on donne des formations sur la thématique et donc ça, voilà, de nouveau, je ne peux pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, vérifiez quand vous achetez des plantes. Il y en a encore malheureusement dans nos jardineries, comme le buddléia, comme certaines astères, comme le laurier cerise, qui sont encore vendus et qui pourtant ont un impact très négatif sur nos écosystèmes et sur notre biodiversité. Donc, je vous ai mis un lien vers la liste de ces espèces. Donc, quand vous faites vos sélections de plantes, allez vérifier que cette plante ne se retrouve pas sur cette liste. C'est vraiment important pour préserver des espaces verts résilients. Et au-delà de ça, fournissez-vous dans des pépinières et chez des producteurs locaux pour avoir les végétaux les plus adaptés possibles aux conditions climatiques. Puisque voilà, une plante qui aurait été voilà, déjà dans les conditions locales va être plus résistante dans l'absolu dans votre aménagement. Euh, Pourquoi est-ce qu'on parle souvent des végétaux indigènes dans nos formations et pourquoi ils sont plus adaptés à nos jardins et de nouveau, pourquoi avoir ça à l'esprit en termes d'adaptation? Il faut savoir que au sein d'un même territoire, la flore et la faune ont évolué en parallèle et donc ils sont totalement adaptés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, voilà, ils ont évolué, donc ils sont transformés, etc. Puisque nous, on évolue au cours du temps. C'est la même chose pour les végétaux et pour la faune. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de retrouver un maximum de végétaux indigènes. Il faut savoir que les insectes pollinisateurs ne vont pas sur toutes les plantes, donc ils ne sont pas plurispécifiques. Certains sont attachés à une plante en particulier, donc ils ne vont butiner qu'une seule plante, comme c'est montré sur l'illustration de droite. Et donc, si on perd tous ces végétaux, forcément, il y a de fortes chances que ces abeilles qui sont monospécifiques disparaissent aussi. Donc c'est pourquoi c'est important de retrouver, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, c'est important de retrouver ces végétaux au sein de tous nos espaces verts et dans nos jardins. Comme les plantes sont, on va dire, le premier maillon voilà, de de la chaîne alimentaire, forcément, si on veut retrouver un jardin qui grouille de vie, il faut que ce soit des végétaux qui sont à l'origine, des végétaux qui vont amener de la nourriture. Et donc, si on pense à la faune locale, forcément, plus on se rapprochera de leur nourriture de prédilection, au plus on aura un jardin qui grouille de vie. Et il faut savoir que dans cette idée d'adaptation, parce qu'on parlait de maladies, de ravageurs et tout ça, il faut savoir qu'au plus votre jardin sera diversifié en termes de faune, de petits animaux et de petits insectes, au plus ça va s'autoréguler, au moins vos végétaux seront malades aussi. Donc c'est aussi pour vos végétaux que c'est important de redévelopper un écosystème cohérent. Et au-delà de ça, comme je le disais, quand on parlait d'adaptation au niveau du sol, de l'exposition, etc., comme ce sont des végétaux qui, par essence, sont plus adaptés à nos contrées, ils vont demander moins d'arrosage, ils vont demander moins de soins, moins d'engrais, ils seront plus résistants. Et donc, préservation de la biodiversité, ça, j'en ai parlé. Je vous ai remis ici aussi deux petites fiches qui renvoient vers des espèces végétales indigènes que Bruxelles Environnement conseille, mais qui se retrouvent du coup facilement en pépinière, et quelques fleurs aussi conseillées par Natagora. Donc voilà, comme ça vous donne quelques pistes d'inspiration aussi avec leur milieu de vie. Voilà. Attention, je voulais quand même faire un petit point là-dessus en termes de, quand on parle de fleurissement indigène, hein, du coup, on va se fournir, je pense notamment aux prairies fleuries. Voilà, on est tout fiers, on va chercher ces semences, enfin, on est conscient qu'on fait une bonne action et donc on va chercher ces semences de prairies fleuries avec de la végétation indigène, hein, enfin, qui reprend des espèces indigènes.
attention malgré tout dans vos filières dans les filières dans lesquelles vous fournissez à ce que ce soit des graines les plus sauvages possibles parce que si c'est des graines qui ont été transformées de manière horticole, ben là, on peut se retrouver. Alors, ça a beau être une espèce indigène à la base, quand elles sont transformées de manière horticole, ben, elles ne sont plus aussi intéressantes, voire dangereuses pour les pollinisateurs. Elles peuvent créer des leurres écologiques dont les insectes sont attirés par la fleur, mais ils s'épuisent parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ben, la quantité de pollen nécessaire. Donc, comme on le voit ben, sur la photo de droite, là, c'est un bleuet qui n'a pas été transformé. Et par contre, sur la photo de gauche, il a été transformé. Et donc, l'accès au pollen est très difficile pour les insectes. Donc, ça aussi est à l'esprit de ce que vous achetez comme semence. C'est important de vérifier la qualité de vos végétaux, quoi. Et donc, on parlait tout à l'heure bah, de végétaux qui sont adaptés, hein, qu'on ne travaille pas avec du mobilier de jardin, quand on travaille avec des végétaux et qu'on se dit pas, on la choisit pas sur un catalogue en disant, oh ben moi je veux ça. Non, 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 on travaille à l'envers. Donc, la première chose à faire, c'est d'observer ce qui se passe là où on veut ben, faire un aménagement, tout simplement. On va d'abord observer ce qui s'y passe en termes de... Alors, forcément, que si c'est une zone que vous êtes en train de déminéraliser et que c'est un tout nouvel aménagement, ben, le travail ne sera pas le même. Mais si par contre c'est un endroit, c'est déjà un espace vert, ben forcément qu'il y a déjà des choses qui s'y passent. Et donc on va se servir de ce qui y est pour nous donner des indicateurs sur ben, ce qu'on va planter. Le première chose qui peut nous donner des indications, ben, c'est les plantes qui poussent naturellement. Donc pas forcément les plantes, les aménagements artificielles entre guillemets, mais les plantes qui sont là, qui sont venues spontanément. Hein, là non plus, je vais pas trop m'étendre parce que ben, ma collègue a fait un très beau webinaire où elle parle notamment des pelouses et où elle parle de toutes ces plantes indicatrices qu'on retrouve dans nos contrées. Donc, je ne vais pas m'étendre sur chaque plante et vous dire, bah, tiens, celle-là, voilà, c'est plutôt ça que ça veut dire. Surtout il y a des ouvrages, et puis vous ne retiendrez pas toutes ces infos. Il y a des ouvrages qui vont le faire, des ouvrages de référence aussi. Mais donc, c'est l'observation qui va vous donner plein d'indications sur ce qui se passe au niveau du sol et de l'exposition. Et donc, quand on parle de type de sol, ben là aussi, il va falloir s'intéresser à ce sol qui va être ben, le support de de tout votre aménagement, de vos végétaux. Sans sol, ben, il n'y a pas de vie au niveau des végétaux, donc ça, c'est la première chose. Mais le sol en lui-même ben, est une des réponses ben, à ce dérèglement climatique, hein, parce que c'est pour ça que dans la première partie, quand on a parlé de désimperméabilisation et de retrouver une trame brune, ben, c'est parce que au plus on va retrouver un sol vivant un peu partout, au-delà de végétaliser, le sol, lui, à lui seul, contribue à réguler le climat parce qu'il va stocker une grande quantité du carbone, donc qui va lutter aussi contre ce réchauffement. Il va, en filtrant l'eau, filtrer une partie des polluants. Et bah, il stocke et il filtre l'eau de pluie aussi. Donc voilà, le sol est un élément important dans cet aspect adaptation. Et il abrite pardon, beaucoup, enfin des milliards d'êtres vivants, hein. Dans une cuillère, je ne sais plus combien il y en a, mais c'est une quantité phénoménale. Et donc ce soin du sol et de lui amener des végétaux ben, qui lui correspondent, ben, c'est aussi tout important. Enfin, c'est très important. Donc, au niveau de l'observation en termes de plantation, bah oui, donc vous fiez bah, déjà aux végétaux existants, ça c'est une première chose. Mais au-delà des végétaux, il y a d'autres types de tests qui peuvent être réalisés pour vous donner des indications sur votre sol. Et donc là, on retrouve bah, toute une série de petits tests qui peuvent être faits facilement, je vais dire de manière artisanale chez vous. Il y a le test du boudin qui est le plus connu, donc là où on va comprendre la structure. Donc si on est plutôt sur un type de sable, un type de sol sablonneux,
plus argileux, plus limoneux. Donc ça vous donne des informations pour le type de plante qu'on pourrait y mettre. Il y a d'autres tests un peu plus poussés de décantation où là, on va venir prendre de la terre, on va venir la faire décanter dans de l'eau. Ça va nous donner des idées de proportion, hein, parce qu'il faut savoir que, OK, il y a 3 types de structures dans le sol, donc sableux, limoneux et argileux, mais c'est pas blanc ou noir, hein, c'est souvent des mélanges, donc elles vont être plutôt du type argileux, plutôt du type sablonneux, mais c'est un mélange de ces 3 structures généralement qu'on retrouve. Et donc là, ce test de décantation, il vous amène plus de réponses sur le pourcentage, sur la richesse du sol aussi. Voilà, je ne peux pas en un petit webinaire sur l'adaptation vous parler de tous ces tests, mais sachez qu'il y a un autre webinaire qui se donne sur comprendre son sol et s'y adapter, qui sera donné le 25 novembre. Donc là aussi, si vous voulez aller plus loin dans cette partie, je vous invite à le suivre. Et au-delà de ce webinaire, autant pour les plantes bio-indicatrices que pour ce type de test facile à réaliser, on trouve des ouvrages de ce type-là. Vous allez avoir toutes les plantes et les plantes les plus courantes et ce qu'elles peuvent vous indiquer et le détail de tous ces tests et comment les pratiquer chez vous. Donc, franchement, c'est un chouette ouvrage à avoir si vous êtes intéressé. Quand je disais de partir de l'existant, c'est aussi que, voilà, on ne fait pas table rase de ce qui existait. Il faut savoir que l'aménagement ou votre jardin, il a un vécu, hein. À nouveau, on travaille avec du vivant et donc, il a déjà eu une vie avant que vous décidiez à faire un nouvel aménagement. Et donc, il faut être prudent dans ce qu'on supprime au sein de son jardin ou de son espace ou de l'espace qu'on veut aménager, que ce soit un jardin ou un autre espace. C'est que il y a toute une vie qui s'est créée autour de cet espace et donc en supprimant purement et simplement ce qui existe, vous risquez d'avoir un impact négatif sur l'écosystème qui s'y est créé. C'est-à-dire, il y a peut-être une colonie d'abeilles spécifiques, ou il y a peut-être, voilà, il y a peut-être déjà des choses importantes qui s'y trouvent et qui seraient dangereux de supprimer si purement et simplement, parce que si vous supprimez tout ce qui existe, vous supprimez aussi la nourriture et les gîtes pour ces colonies qui sont présentes. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout sauvegarder, c'est pas ça, mais en tout cas, de s'intéresser, de voir s'il n'y a pas des colonies qui sont vraiment en danger et qui seraient intéressants de sauvegarder, de sauvegarder certaines plantations spécifiques à cet endroit. On va passer maintenant aux petits outils de comment vous y retrouver par rapport à tout ça, hein, comment faire la sélection de vos végétaux. Je sais que c'est vraiment pas évident. C'est une question qui revient souvent. Et donc, ici, moi, je vais essayer de vous donner quelques outils de moteurs de recherche notamment qui peuvent vous aider à trier ces infos. Il y a notamment au niveau des plantes indigènes et horticoles mellifères, donc qui vont être intéressantes pour nos pollinisateurs, etc. Vous allez retrouver 2 listings différents sur Ecoal. Alors, il faut savoir qu'Ecoal, c'est une ASBL avec laquelle on travaillait pas mal et qui est amenée à disparaître puisqu'elle n'a plus de subventions, malheureusement. Donc, je sais que pour l'instant, on peut encore consulter ce site. Malheureusement, je ne peux pas vous garantir que ça sera dans le temps. Donc, voilà, je vous invite à y aller rapidement et si vous êtes intéressé, à peut-être faire un peu la liste de ce qui existe. Mais en tout cas, je sais que pour l'instant, c'est encore actif, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a un autre moteur pour la recherche de vivaces et d'arbustes, etc. Floriscope, mais ça, on va y revenir après un peu plus en détail, donc ça, je n'en parle pas maintenant. Il y a les différents réseaux de pépiniéristes et de producteurs wallons. Donc, je vous disais tout à l'heure que voilà, que dans cette optique d'adaptation, on allait se tourner plutôt, d'adaptation et de développement durable, puisque c'est lié, on va plutôt se tourner vers des producteurs et des pépinières locales. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a deux gros labels de producteurs et de pépinières wallons. C'est Artisans du végétal et Végétal d'ici.
Végétal d'ici va encore un peu plus loin en termes de garantie, puisque eux, justement, je vous parlais de diversité génétique, certains travaillent justement sur des plantes sous forme d'ensemencement, enfin de graines. Et donc voilà, la réflexion va un peu plus loin et au niveau de la production aussi, parce que au niveau, ça ne veut pas dire que les artisans du végétal sont oubliés, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Ils ont aussi une obligation de production, mais renseignez-vous bien parce que eux, par contre, ont une partie de la production voilà, qui est faite par eux-mêmes, mais ils se fournissent aussi par des filières de distribution. Mais voilà, la plupart vont vous amener des réponses valables par rapport à tous vos questionnements. C'est deux labels, en tout cas, qui sont référents en Belgique à ce niveau-là. Au niveau des outils de recherche, des moteurs de recherche, moi, je voulais vous parler de quelques moteurs de recherche qui sont vraiment intéressants. Il y a au niveau des arbres et arbustes, il y a celui-ci hein, qui a été créé au départ pour les villes en France en termes vraiment d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est vraiment avec cette réflexion-là, c'est pour ça que je vous en parle, parce que, OK, on retrouve tous ces aspects urbains, mais au-delà de ça, ça donne quand même des réponses sur le maintien de la biodiversité, leur, euh, leur résistance justement au changement, enfin, ou en tout cas leur résistance par rapport à la sécheresse et tout ça. Et donc, c'est vraiment un outil intéressant. Ça vous donne vraiment des indices, ben voilà, sur aussi le ruissellement, sur la qualité de l'air. Enfin voilà, c'est toute cette réflexion-là qui est amenée par Arbuste. Il y a 400 espèces qui ont été passées au crible dans cette base de données. Et donc, il y a deux types de recherches. Il y a soit de vous taper le nom d'un arbuste ou d'un arbre et en espérant forcément qu'il se retrouve dans ces 400. Et puis, il y a une recherche multicritère où là, vous allez travailler dans l'autre sens. Donc, vous allez dire, ben, tiens, moi, je recherche un arbre ben, qui, en termes d'adaptation au climat, ben, a une bonne cote, voilà, qui s'adapte à des terrains ben, plutôt calcaires. Voilà. Il y a moyen de faire une recherche très, très poussée. Et là, il va vous sortir ben, toute une liste d'arbustes qui sont adaptés à tout ça. Et voilà le type de fiche auquel vous allez avoir accès qui donne quand même vraiment pas mal d'indicateurs, tant bien en termes de ressources et de support biodiversité que voilà, que d'indications sur, par exemple, des maladies ou sur certaines contraintes. Donc, c'est vraiment des fiches qui sont bien faites. Donc, je vous invite, si vous voulez faire des recherches d'arbres ou d'arbustes, bah, à la consulter. C'est vraiment un chouette outil. À côté de ça, il y a deux autres chouettes choses aussi au niveau arbre. Il y a la ville de Liège qui a développé un petit moteur de recherche qui s'appelle, enfin voilà, où le lien est repris ici. Comment choisir? Et là, c'est plutôt, je vous parlais tout à l'heure, bah, de choisir un arbre en fonction de l'espace disponible, de son implantation et tout ça. Et ça, c'est en quelques questions. Ben voilà, il va vous renvoyer vers aussi une liste d'arbustes ou d'arbres qui se prêteraient à ce que vous leur demandez. Donc, c'est pas mal aussi. Plus là, en termes d'espace disponible de voir qu'est-ce qui pourrait fitter là-dedans. On a un autre moteur de recherche qui est lié à une pépinière, donc voilà. Mais je le trouve très très intéressant parce que tout comme beaucoup, enfin avec beaucoup plus d'espèces que l'outil Sésame que je vous ai présenté avant, mais il est très intéressant aussi parce que là, vous allez aller aussi très loin dans le type de recherche. Ça va vraiment, vous allez pouvoir affiner votre recherche au plus haut, enfin, de manière très, très intéressante. Donc voilà, c'est des outils là pour la strate arborée qui me semblent intéressants quand on fait des recherches d'arbres. Je vous parlais du floriscope. Ça, on va plutôt s'en servir pour vous pouvez vous en servir pour les arbres aussi, mais c'est plus large. Et donc, moi, j'aime autant m'en servir quand je recherche des plantes herbacées, donc vivaces, arbustes aussi. Ça va être un peu le même style de fonctionnement. Donc, vous allez pouvoir, ici à l'écran, on ne voit que quelques types de critères, mais vous allez pouvoir aller très très loin dans votre recherche. Hein.
vraiment lui mettre tous les critères que vous voulez voir apparaître. Et il va vous donner voilà, une liste de plantes qui répondent aux critères que vous aurez donnés. Mais ce n'est pas tout. Sur cet outil, vous allez aussi retrouver des listes d'inspiration. Donc, je ne le vois pas ici sur l'écran, mais il faut savoir que vous avez des onglets ici au-dessus. Ah oui, si, ça s'est repris là. C'est parce que moi, de ma barre d'outils, je ne le vois pas. Mais voilà, vous avez recherche d'une liste de plantes. Et donc là, par exemple, vous avez, alors c'est mis à jour, hein, c'est en constante évolution ce site. Donc, mais par exemple, vous allez retrouver des listes de plantes pour ouvrages, gestion des eaux pluviales. Donc, vous allez recevoir, enfin, vous allez retrouver une liste de plantes adaptées à ces conditions d'ouvrages spécifiques pour l'infiltration des eaux pluviales. Vous allez retrouver une liste de plantes spécifiques pour tel ou tel type d'aménagement. Donc, c'est des sources d'inspiration au-delà de recherche par multicritères. Et vous pouvez créer votre espace, donc ça, je vous invite à le faire aussi, dans lequel vous pouvez sauvegarder vos plantes. Enfin voilà, c'est aussi un outil qui est personnalisable et qui est du coup vraiment intéressant quand on veut chercher des plantes. Euh, En termes de fleurissement et de végétalisation, hein, je fais un parallèle avec le fleurissement durable parce que, de nouveau, dans toute cette optique d'adaptation au changement climatique, ben, on va être le plus sobre possible aussi en termes de développement durable, hein. Tout ça est lié. Donc le fleurissement, lui aussi, on va le vouloir durable. Donc, au-delà de tout ce que je vous ai dit avant dans la recherche de plantation, ben, on va s'assurer que nos aménagements, la conception de nos aménagements soit le plus durable possible. Donc, on a ça à l'esprit aussi. Donc, ça va être un fleurissement, quand on le passe au crible des trois piliers du développement durable qui sont l'écologie, l'économie et le côté social, mais on va retrouver toutes des choses qui vont objectiver que notre aménagement sera durable ou ne le sera pas, hein. En termes d'écologie, ben, c'est un peu tout ce qu'on a abordé, donc qui ne pollue pas par les produits qu'on utilise, hein. Je pense notamment à tous les terreaux à base de tourbe. Bah là, c'est pas spécialement un polluant, mais c'est un problème au niveau écologique d'exploiter les tourbières. Donc voilà, il y a toute cette réflexion d'écologie aussi derrière, qu'on ne détruit pas des milieux, qu'on ne pollue pas, que c'est adapté à son milieu. Puis au niveau économie, ben forcément, on va être sur ben, des plantations les plus durables dans le temps possible aussi, hein. On parlait en termes d'annurennes qui sont remplacées en permanence. Ben non, là, on va se tourner vers des végétaux plus durables dans le temps. On va réduire l'entretien au maximum. Il y a cet aspect d'économie circulaire, hein, donc se tourner vers des fournisseurs locaux, recyclés, etc. Et puis l'aspect social qui est, ben, on tient compte aussi de l'utilisation du lieu dans nos aménagements, c'est-à-dire si vous avez beau faire l'aménagement le plus chouette possible d'un point de vue écologie et économie, s'il ne correspond pas à l'utilisation du lieu, bah, il va pas être durable dans le temps. Il va être abandonné ou il va être. Imaginons, vous faites un aménagement qui est au milieu d'un endroit qui est constamment piétiné et que vous avez des fleurs qui ne supportent pas le piétinement, bah voilà, l'aménagement aura beau être cool, il va pas être adapté au niveau social. Donc, il y a tout ça aussi en cours. Là, je vais pas pouvoir aller trop loin non plus. Ça fait l'objet d'une formation complète, mais ayez ça à l'esprit. Fleurissement durable, développement durable et en lien avec l'adaptation au changement climatique. Un petit panneau qu'on avait fait, voilà, comme ça vous voyez vraiment ce qui fait d'un fleurissement durable. Vous retrouvez, c'est un peu tout ce qu'on dit aujourd'hui, hein, mais vous le retrouvez sous forme de panneau. C'est un panneau qu'on avait développé avec EcoWall à nouveau pour un événement. D'expliquer c'est quoi le fleurissement durable. Donc, je ne vais pas les repasser au travers parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais comme ça, vous l'avez sous format d'un panneau. C'est un beau petit résumé de c'est quoi du fleurissement durable. Et au-delà de ça, vous avez un exemple de parterre, 4 saisons.
Donc, on tient compte de différents. Donc, on retrouve des arbustes. Enfin, on retrouve un arbuste en l'occurrence parce que là, c'était un tout petit parterre qu'on avait réalisé de 2 mètres sur 2 mètres. Et donc, on y retrouve des floraisons qui vont être étalées sur toute l'année. On y retrouve un arbuste. On y retrouve des bulbes. Donc, voilà. Mais donc, c'est ça vraiment l'esprit. Je voulais vous le partager parce que c'est un bon exemple et c'est ça l'esprit du fleurissement durable. Donc, résumé en un panneau. Avant de passer à la dernière partie, qui n'est pas aussi longue, je vous rassure, ben, un petit sondage quand même, un petit sondage sur ben, est-ce que vous avez une idée d'une bonne densité de plantation qu'on préconise pour des plantes vivaces? Donc, est-ce qu'on va en retrouver environ 2 ou 4 par mètre carré? Est-ce qu'on va plutôt être sur 7 ou 9 ou est-ce qu'on va être sur 12 à 15 par mètre carré pour une bonne plantation? Quand, quand ça sera bon au niveau des réponses, Julie, tu me préviens? Alors, il semblerait, les réponses B et les réponses C à ex aequo. Ah, ex aequo. Ah, c'est Ouais. intéressant. Et Ok, puis la ok. réponse A en dernier. Ça va. Et alors, il y a un Il y petit en- commentaire comme quoi ça dépend des Ah, espèces. ben, c'est parfait. Je vois il y a beaucoup de gens qui ont enfin voilà, qui ont certaines connaissances. Effectivement. Bon, ici, on parle en termes de moyenne. Et donc, on va plutôt être sur la réponse B. Effectivement, en termes de vivace d'herbacées, on va plutôt se trouver sur 7 à 9 pieds au mètre carré pour que ça soit ben, équilibré, ni trop ni trop peu, parce qu'il faut savoir que la densité de plantation est un élément important pour la durabilité de vos espaces parce que si vous plantez pas assez, les sols vont se retrouver à nu, développement ben, de plantes indésirables, etc. Et par contre, si vous plantez trop densément, vous allez créer des maladies cryptogamiques parce que l'air ne va pas circuler correctement et des concurrences trop poussées. Et donc il faut trouver cette densité idéale. Mais la personne qui a réagi dans les commentaires a tout à fait raison. Ça ne reste qu'une moyenne et certaines plantes arbustives, même vivaces, comme les perovskias par exemple, ben là, on va être plutôt sur 1 à 2 au mètre carré, alors que les couvre-sols, ben là, parfois, ça monte jusqu'à, oui, effectivement, plus de 12 au mètre carré, puisque là, l'idée, elles se répandent sur tout l'espace et donc, elles vont avoir besoin de densité plus importante. Donc, à ce niveau-là, référez-vous ben, aux données que vous pouvez trouver en pépinière, sur les étiquettes, etc., pour planter à la bonne densité et pas à la taille de la plante que vous achetez, puisque cette plante va se développer et va arriver à maturité et que du coup, ça risque de poser problème. Ça, c'est un tout petit outil, puisqu'on parlait enfin, de fleurissement durable et de cet aspect 4 saisons. Ça, c'est un petit outil que je vous donne, voilà, qui est très facile à réaliser. Il ne faut pas de programme informatique élaboré. C'est sur Excel. Donc, vous mettez vos listes de plantes. Après, vous pouvez même y mettre toutes les données que vous voulez, hein, j'ai envie de dire, la hauteur, etc. Ça, c'est à vous de construire votre Excel comme vous le voulez. Mais ce qui est intéressant à avoir dans cet Excel, au-delà peut-être des hauteurs, du type de sol, etc., dans lesquels les implanter, c'est de mettre leur période de floraison ou d'intérêt, en tout cas, parce que c'est pas toujours juste la période de floraison, parfois c'est la présence végétale pendant l'hiver, etc. Mais c'est de retrouver visuellement dans ce fichier euh, l'intérêt de cette plante. Et comme ça, vous allez pouvoir vérifier, hein, en les mettant les unes avec les autres, que votre aménagement au global sera diversifié tout au long de l'année et de couvrir cette présence végétale, que les floraisons s'alternent, qu'on ait assez en suffisance de la nourriture et au-delà de ça, forcément, hein, l'aspect esthétique n'est pas négligeable.
Quand je parlais de l'aspect social tout à l'heure, qui est important à avoir à l'esprit quand vous faites un aménagement, il y a aussi, euh, il y a aussi tout cet aspect de, ben, on n'entretient pas le jardin de la même façon du, de l'aventure jusqu'au fond du jardin pour laisser plus de place à la nature, mais aussi de répondre justement à cette utilisation, à cette réflexion de qu'est-ce qu'on met dans notre aménagement. Et donc, on travaille en zonage. Ça équivaut un peu à ce qu'on fait en commune en gestion différenciée, mais là, c'est la même réflexion qu'on applique au jardin. Euh, et aussi, ça permet de faire parfois des compromis dans ce qu'on est prêt je vais dire, cet espace qu'on a envie d'utiliser ben, pour notre détente et on n'est pas tous toujours, ben, si on regarde l'image de droite, ben, on n'est pas tous toujours dans la partie la plus végétalisée, hein. On laisse pas tous la place à la nature de la même manière dans nos jardins. Il faut savoir qu'entre ben, un jardin strictement entretenu de fond en comble et l'autre photo où on laisse s'exprimer la nature complètement, ben, il y a différents paliers comme on peut le voir sur la photo de gauche, il y a plein d'étapes différentes que l'on peut développer. Et ce zonage du jardin ben, va nous aider justement à voir comment faire, comment le faire pour que ça fonctionne au sein de notre jardin. Et donc la zone ben, la plus entretenue, voilà, la plus régulière, bah forcément, ça va être la zone maison et les abords. Et puis, plus on va s'éloigner et plus on va pouvoir laisser s'exprimer la nature. Après, si vous voulez que la zone 5 soit au niveau de la zone 2, moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais forcément, c'est surtout pour pouvoir aussi s'approprier ce qu'on peut faire et voilà, et de faire des compromis. Tout ça va vous permettre de réduire le temps d'entretien, puisque forcément, puisqu'on n'entretient pas tout de la même façon, ben, on gagne en entretien, on laisse plus de place à la nature. Ça nous permet aussi de réfléchir l'utilisation, parce que parfois, on entretient strictement, mais on ne se pose même pas la question de se dire, bah, tiens, dans le fond de mon jardin, j'y vais une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an. Est-ce bien nécessaire de tourner la pelouse à cet endroit de cette manière? Enfin, voilà. Donc, le fait de le zoner va vous aider aussi à vous amener une réflexion. Ça va varier l'esthétique du jardin et créer des habitats. Donc, ce que je viens de vous montrer avec les zones, ben, c'est mis en application sur cette illustration. C'est pour bien comprendre que les cheminements que vous empruntez font partie de ce zonage. Donc forcément, en zone 0, qui est la maison, on ne va pas venir planter un arbre. Et forcément que dans la zone 1, qui sont les cheminements que vous empruntez tous les jours, bah, il est évident que ces zones-là vont être plus entretenues ou vont être en tout cas des aménagements qui vont faciliter vos déplacements. De toute façon, il faut bien savoir que la petite faune, bah, elle ne va pas aimer des endroits où vous passez systématiquement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des plantations réfléchies avec des végétaux indigènes intéressants, etc. Mais ça veut dire que la conception de vos aménagements doit tenir compte de tous ces passages. Et forcément, plus on va vers le fond du jardin ou enfin en fonction de votre plan, plus on peut se permettre de vraiment laisser s'exprimer la nature et moins intervenir, de créer des zones refuges avec des morceaux de bois, laisser là, enfin voilà. C'est un autre style, mais comme je vois que le temps avance, je ne vais pas trop m'attarder. On applique du coup ces notions de gestion différenciée hein, quand on fait du zonage et de toute façon pour améliorer ben, nos pratiques et être plus résilient. On peut déterminer, hein, je vous parlais de tondes différenciées, on va pratiquer des tondes différenciées si possible. Et il faut savoir que, parce que c'est souvent noir ou blanc, mais entre un pré de fauche qu'on fait une fois à 2 fois par an et une pelouse qu'on tonde très très souvent, mais il y a aussi toutes les alternatives. Donc, on peut créer différentes zones au sein du jardin qu'on va pas tondre sur la même fréquence et donc on peut enfin établir un planning de tonte. On pratique la taille douce et raisonnée, ça je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Plus on va tailler nos arbustes et nos arbres de manière stricte,
plus on va leur impacter du stress et moins on va les laisser fleurir et donc on va réduire à néant la fourniture qu'ils peuvent fournir. Donc on intervient hors des périodes de nidification qui sont du 15 mars au 31 juillet et idéalement hors des périodes de floraison aussi. On accepte, si possible, la végétation spontanée dans les zones les plus naturelles, hein, puisque c'est de la nourriture en plus pour la faune locale. On pratique la lutte intégrée, donc on utilise le moins de produits possible. Et donc, je vous ai dit, au plus vous allez amener de la faune utile dans vos jardins, au plus les maladies, etc., vont se réguler d'elles-mêmes. Mais sachez qu'il y a des solutions aussi naturelles, etc. Mais donc, l'idée, c'est d'utiliser le moins de produits impactants possible. Au-delà de ce que ça a comme impact pour les animaux et les végétaux, ça a un impact sur votre santé aussi. Donc voilà. Ici, voilà, c'est vous montrer du coup, je parlais de la tonte différenciée. Voilà typiquement le type de choses à avoir à l'esprit. Effectivement, que la zone où vous jouez, où vos enfants jouent par exemple au foot, là, forcément que vous allez avoir envie de la tondre plus strictement. OK, mais dites-vous qu'il y a d'autres endroits où il y a probablement moyen de la tondre moins, surtout que l'herbe en soi va être plus résistante à la sécheresse en étant plus haute. Donc, il y a tout intérêt à la laisser se développer et en la laissant se développer et en la laissant faire son premier cycle de vie, de ne pas tondre trop rapidement, ça va créer une diversité végétale. Et il faut savoir aussi que l'herbe plus haute préserve l'humidité et protège en hiver. Donc, on a tout intérêt vraiment à pratiquer cette tonte différenciée au sein des jardins. Sachez que pour justement l'utilisation, il y a plein de choses intéressantes qui peuvent se faire au niveau des cheminements. Ça peut créer vraiment des structures au niveau paysager, mais aussi inviter à la balade et à l'observation. Et du coup, ça vous permet de faire de la tonte différenciée, mais d'avoir vos pieds malgré tout dans des cheminements qui sont plus entretenus. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment à avoir à l'esprit. Je parlais tout à l'heure de zones refuge. Oui, dans les zones un peu plus reculées, n'hésitez pas à laisser des tas de bois plutôt que des hôtels à insectes qui sont, qui seront moins, ou en tout cas pas des tout gros modules d'hôtels à insectes qui seront moins intéressants. N'hésitez pas à laisser des choses plus brutes, plus naturelles où les insectes vont trouver refuge. Insectes et petites faunes, hein, je pense aussi aux aux hérissons, etc. Mais ça aussi, j'ai des collègues qui font très bien ça sur comment amener favoriser la faune au jardin. Donc ça, je ne vais pas m'étarder. Mais sachez que tout ça renforce l'écosystème de votre jardin. Et privilégier les matériaux naturels, oui, ça c'est aussi dans l'optique durable, mais c'est aussi justement pour impacter le moins possible de produits artificiels vos aménagements. Au plus vous allez travailler avec des produits naturels comme des murs en pierre sèche ou des produits bruts, au moins vous allez impacter artificiellement vos espaces. Installer une mare ou un bassin, ça, c'est un des points qu'on a vu dans la partie sur la gestion de l'eau. Et donc ça, tout comme les toitures végétales, c'est vraiment une des solutions qui, tant d'un point de vue gestion de l'eau que d'un point de vue végétalisation, va être intéressant. Donc ça, je vous ai remis un petit lien vers. Et enfin, on va repasser très brièvement quelques plantes qui montrent actuellement une belle résistance. Alors, j'attire votre attention, j'aime pas du tout les listes toutes faites. C'est pour ça que je vous ai donné le maximum d'outils possibles pour faire vos recherches par rapport à vos espaces. Donc ici, c'est juste quelques listes d'inspiration pour vous donner ponctuellement c'est vrai que dans des plantes qu'on voit de manière courante, quelles sont celles qui montrent des belles résistances. C'est très restreint comme liste, mais voilà. Je voulais pas, je voulais quand même illustrer mon propos par une liste. Ici, vous allez retrouver quelques arbres et arbustes, justement, soit indigènes, soit en tout cas intéressants
en termes de enfin, mellifères ou intéressants pour nos espaces. Et je vous ai chaque fois remis la fiche du sésame, donc celle que je vous ai montrée juste avant. Comme ça, vous retrouvez déjà ces indices résistance au climat et biodiversité. On n'a pas le temps de les passer en revue, mais voilà, vous avez la liste à disposition. C'est vraiment des arbres et arbustes qui sont intéressants dans nos espaces et qui sont indigènes. Et donc voilà. Pour les fruitiers, pour la résistance des fruitiers, n'hésitez pas à consulter le réseau Certifruits, hein, qui vont, eux, pouvoir vous conseiller sur des variétés qui sont résistantes aux maladies et à la sécheresse. C'est une bonne source aussi concernant les fruitiers. Et alors ici, un petit exemple, voilà, de parterre où on va retrouver des plantes qui vont vraiment demander très très peu d'arrosage en plein soleil. Là, à nouveau, on sera plutôt sur des sols assez pauvres et qui ne demandent vraiment pas beaucoup de matière organique et qui sont à la base plutôt, on va être plutôt sur des terrains légers. Donc, de nouveau, ces plantes-là sont données à titre d'inspiration. C'est pas pour que vous fassiez du copier-coller, c'est pour vous donner voilà, une idée de ce qui tient bien à la sécheresse, qui va demander pratiquement pas d'arrosage. Mais ça reste de l'inspiration. Ne reproduisez pas tout ça chez vous. Assurez-vous quand même que ce sont des plantes voilà, qui correspondent à l'endroit où vous voulez les mettre. Et donc, on retrouverait en arrière de massif, on pourrait retrouver des sauges afghanes. Donc, c'est ce que je disais, hein, la Perovskaya, qui est une plante qu'on retrouve beaucoup pour l'instant. Du romarin officinal, qui, au-delà de fleurir, d'amener une floraison intéressante, va pouvoir être cuisiné, hein, c'est pas négligeable, et va être intéressant aussi pour nos pollinisateurs. Une graminée qui se tient bien en termes de résistance et qui va être en arrière de massif va amener un effet bien structurant. Le chardon-boule qui lui aussi a un effet en hiver intéressant quand il est sec. Ça va amener vraiment un côté intéressant d'un point de vue esthétique en hiver, mais qui a aussi toujours, enfin, toutes ces plantes sont mellifères et ne demandent pas beaucoup de soins. En plus, au milieu du massif, là, on va retrouver toute la gamme des sauges, et dont les salvias nemerosa, les nepeta, qui sont des plantes qui résistent très bien à la sécheresse et qui fleurissent très très longtemps. Donc, elles ont une très belle période de floraison, hein, qui va de juin jusqu'à ici, moi, elles sont encore bien bien en fleurs. Euh, Puis les orpins qui, elles, arrivent un peu plus tardivement et donc qui amènent des floraisons intéressantes plus tardivement. Puis au niveau d'autres fleurs indigènes, il y a l'aquilée qui amène aussi, qui est une longue floraison. La knocti, qui est une des plantes, je vous dis, où il y a certaines abeilles monospécifiques, donc c'est intéressant aussi de l'intégrer dans ces choses, dans ces aménagements. On retrouve les stipas en termes de graminées qui vont amener un peu de légèreté et qui résistent pas mal. Les lavandes qui sont voilà, une valeur sûre, qui sont voilà, une plante dont on parlait tout à l'heure, une plante méditerranéenne, mais qui s'est plutôt bien adaptée. Alors pas sur des sols argileux ou acidophiles, mais en tout cas sur des bons sols, enfin des sols drainants et assez pauvres, etc. Elle va bien se plaire. Des ailes d'ornement, donc ça c'est pour l'aspect bulbe. Et vraiment, en termes de couvre-sol et avant, on va retrouver des plantes comme, par exemple, des muscarides, des couvre-sols comme l'élantième jaune, de la fétuque en termes de graminées et l'origan qui peut être sympa aussi, comme le romarin. Pour un mélange plutôt d'ombre et tolérant à la sécheresse, en arrière, on peut parler des hypéricums, des chèvrefeuilles qui, eux, vont être persistants en plus. Donc, ça va amener ce côté persistant en hiver. Les hypéricums qui sont très intéressants aussi pour les pollinisateurs. En milieu de massif, là, il y a certaines gammes de fougères qui vont être bien, bien résistantes et qui vont amener un côté intéressant à votre aménagement. Les élébores qui, elles, en plus, fleurissent
à une période intéressante de l'année, et une graminée indigène qui est la molinée bleue, Caroléa. Et à la vente massive, là, on retrouve notamment les géraniums vivaces, les carex, les épimediums, qui est une fleur qui résiste vraiment pas mal du tout aux épisodes de sécheresse, et la petite pervenche. Avant de terminer, voilà, je vous ai repris aussi, au-delà du bouquin dont j'ai parlé pour les plantes bio, indicatrices, etc. Ben voilà quelques ouvrages aussi en rapport avec cette formation. Donc, il y a la solution pour un jardin résilient. J'en avais déjà parlé, je pense, à la première partie, mais s'il y a des gens qui n'ont pas suivi les deux. Donc là, il faut savoir que c'est un particulier voilà, qui a pendant plusieurs années fait des recherches au sein même de son jardin. Donc, il a travaillé sur ses recherches d'un point de vue adaptation au changement climatique. Le bouquin est très, très bien fait et c'est vraiment à l'échelle d'un jardin. Donc, je vous invite voilà, à le commander sous le sapin si vous êtes intéressé par le sujet pour aller plus loin. Et puis, les deux autres ouvrages, ben, c'est un sur les plantes grimpantes, mais du coup, vous allez avoir plus d'infos sur sur ce type de plantes et comment, enfin, leurs utilisations. Et puis un livre, Viva sans arrosage, hein, puisqu'on est dans cet esprit d'espèces plutôt qui résistent bien aux périodes de sécheresse. Là, vous allez retrouver toute une palette de vivaces qui s'acclimatent pas mal à des terrains, enfin à des espaces plus secs. Je vous ai aussi repris ici le jardin climatique. Donc là, c'est des fiches qui ont été élaborées en Suisse. Des fiches thématiques, elles sont super bien faites. N'hésitez pas à aller les voir sur tout ce qu'on peut aborder, un peu tout ce que nous, on a vu sur ces deux cycles de webinaires sous forme de fiches au sein d'un jardin. Donc, on va y retrouver les haies libres, on va y retrouver tous ces aspects de gestion de l'eau. Fiche par fiche, elles sont vraiment, vraiment super chouettes. Donc, n'hésitez pas à télécharger via ce lien. D'autres quelques sources aussi, voilà, qui pourraient vous intéresser. J'ai repris faire des listes de plantes, un parterre durable, 4 saisons, etc. Des listes de vivaces. Enfin, ça, je vous laisse découvrir ça dans votre présent, enfin dans le webinaire, dans le contenu que vous allez recevoir. Il est temps que ça se termine parce que je suis HS. Là, la liste des prochaines formations. Donc, je vous en ai parlé tout au long du webinaire, mais donc on va retrouver les plantations de haies prochainement. Et il y a 2 journées de terrain. Donc ça, Julie confirmera s'il y a encore des places pour s'inscrire aux journées de terrain, mais sachez qu'il y a des journées de terrain qui sont programmées. Et alors, la fameuse formation Comprendre son sol et s'y adapter, qui de nouveau sont très en lien avec cette formation que vous venez de cette conférence que vous venez de suivre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore le cas. Voilà, moi j'en ai fini en tout cas pour la présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai été un peu longue, j'ai un peu dépassé le timing, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire et j'espère que voilà, j'ai été la plus complète possible. Merci Perrine pour cette belle formation. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez avoir plein d'idées pour réaliser vos futurs aménagements, vos futures plantations. Comme d'habitude, hein, on vous demande de répondre au petit questionnaire de satisfaction dont vous avez le QR code à scanner. Et je glisse dans le chat le lien également du questionnaire si c'est plus facile pour vous. Je le renverrai aussi par mail en même temps que l'enregistrement de la visioconférence et du contenu, euh, de l'envoi du contenu. Perrine, je n'ai pas relevé de questions pour le moment. Il y avait juste une question en début de présentation pour avoir un tableau qui reprend un peu les hauteurs, largeurs des arbres ou en tout cas une source qui permet d'avoir ces informations-là. Je pense que tu en as donné quelques-unes Oui. entre-temps. Donc, je pense que monsieur saura trouver ces informations-là. Et voilà, il n'y avait pas d'autres questions, donc c'est que c'était très clair, hein, et bien complet. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, comme d'habitude, sur cette thématique, à contacter Perrine ou moi. Voilà, on répondra volontiers à vos questions si vous vous trouvez confronté voilà, sur le terrain
à des petites problématiques ou si vous avez des questions sur un choix de plante, Perrine reste disponible. Donc, on va pouvoir, je pense, clôturer la visioconférence. Merci à tous. Et oui, et comme Julie le précisait, vraiment, si vous avez même après ce webinaire des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là aussi pour vous aider au-delà des conférences dans vos bonnes pratiques. Merci à tous, merci Perrine. Bonne Merci. soirée et bonne nuit. Bonne nuit.